Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Tête à Tête. Aujourd'hui, une rencontre assez incroyable, Virginie Delalande. À 40 ans, sa vie est déjà bien remplie. Mère de famille, avocate, elle est la première avocate sourde de naissance, chef d'entreprise avec sa société Handicap Power, auteure, conférencière. Elle vient de sortir ce livre, Abandonnez jamais, aux éditions Kawa, des éditions annéciennes. Je la rencontre dans quelques secondes, à tout de suite. Nous nous sommes installés au bord du Paquier à Annecy avec Virginie Delalande. Bonjour. Oui, Fanette. Alors vous vivez à Annecy depuis quelques années. C'est un endroit qui vous plaît? J'adore cet endroit, j'adore cette ville. On va retracer un petit peu votre parcours, votre incroyable parcours. J'ai noté quelques âges qui ont marqué votre vie. À 9 mois, ça commence à 9 mois. Un médecin diagnostique votre surdité et dit à vos parents, elle ne parlera jamais. Et pourtant, là, on va avoir une discussion. C'est le début de quelque chose, ce rendez-vous avec ce médecin? Oui, ça a été le début d'une aventure familiale. C'est-à-dire des parents qui ont, d'une certaine façon, décidé de se révolter contre ce monde médical qui décide de la vie de leurs patients à leur place. Et ils ont considéré que ce diagnostic n'en était pas un. Que oui, il était sûr effectivement, mais quand même, je pouvais tout à fait parler. Peut-être différemment des autres, mais je pouvais parler. Il aura fallu 20 ans et beaucoup de travail pour arriver à ça. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Qu'est-ce qui a motivé vos parents? Ce qui m'a porté, c'est déjà la communication avec les autres. J'adore les gens, j'adore créer des relations, j'adore apprendre, découvrir des personnalités, des aventures, des histoires. Et pour moi, cet échange passait par la communication orale. Je lisais énormément et je me rendais compte que dans les livres, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses extraordinaires. Mais quand on les dit avec une personne en face de nous, il y a aussi des émotions qui rajoutent une dimension encore plus extraordinaire à la conversation. Ça a été possible, vous parlez, on en a la preuve, mais ça a été difficile. C'est un parcours difficile. Alors ça a été difficile, mais je ne me suis pas forcément rendu compte les premières années, puisque j'étais intégrée dans ma routine quotidienne, hebdomadaire. C'est comme quand on va à l'école, quand on va au sport, etc. C'était une activité intégrée dans mon planning. En revanche, à l'adolescence, évidemment, je me suis un petit peu rebellée contre ça. J'en avais assez de cette routine qu'il y avait, mais que les autres n'avaient pas. Et c'est une période aussi où je ne supportais pas la différence. Être différente, avoir à traîner un mode de vie différent. Mon rêve était d'être comme les autres, de m'habiller comme les autres, d'avoir exactement la même vie que les autres. Et je ne comprenais pas à cette époque-là la richesse d'être singulière. C'est vers l'âge de 8 ans que vous réalisez cette différence-là, que vous la prenez en plein visage. C'est un enfant qui utilise devant vous le terme handicapé en parlant à sa petite sœur, je crois. Il y a vraiment un avant et un après. Ah, absolument. Le avant, je n'avais pas du tout conscience qu'il y avait une étiquette qui était collée sur mon front. Pour moi, j'étais une enfant normale avec les mêmes capacités que n'importe qui. J'allais à l'école, j'avais des activités, etc. Et le jour où j'ai pris conscience de cette étiquette, je me suis identifiée à ce qui pour moi était un handicap, c'est-à-dire Quasimodo, c'est-à-dire la personne paralysée de folie, qui ne vit pas de la journée, qui est à l'hôpital, etc. Et pour moi, ça avait quelque chose de définitif, de condamné, je n'aurais pas une vie heureuse, normale, je serais seule, abandonnée. Et ça a été pour moi absolument terrible, parce qu'à partir de là, la projection de la future n'était plus du tout la même. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris conscience que le regard des autres sur moi n'était pas du tout le même que celui posé sur les autres enfants de mon âge. Donc j'ai vu des comportements, j'ai vu des manières de s'exprimer, j'ai vu des rejets
de moquerie, des choses comme ça, alors qu'avant, je ne faisais vraiment pas du tout attention. Vous parlez du regard des autres. D'ailleurs, pour vous, la différence, elle est dans le regard des autres. Ah oui, pour moi, la différence se cache de l'œil de celui qui regarde. Et quand ce regard-là change, tu changes. Et comment on fait? Parce que vous voulez contribuer à changer ce regard sur la différence. Comment on fait? Pour moi, l'une des réponses est de montrer le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand on va à un handicap, on a tendance à voir que ce que la personne ne peut pas faire, que ce qui est difficile pour elle. Or, forcément, la nature est bien faite. Quand on perd quelque chose d'un côté, on le gagne de l'autre. Et je voudrais justement que les gens aillent chercher tout ce côté positif qui est développé grâce au handicap ou tous les talents personnels de cette personne qui la rendent singulière, unique. Donc finalement, c'est attirer le regard vers la beauté de la différence, vers la diversité humaine et surtout vers cette capacité formidable que nous avons tous à nous adapter, quoi qu'il nous arrive dans la vie. Vous avez eu un parcours incroyable, je l'ai dit. Vous êtes la première avocate sourde de naissance, la seule aussi pour le moment. Donc vous voulez être inspirante, pour utiliser en termes que Forbes, le magazine Forbes a utilisé pour vous. Vous êtes l'une des 40 femmes 2020 inspirantes. C'est pas rien. Donc effectivement, j'ai vu que ça a été une belle surprise. Et effectivement, oui, j'ai envie d'être une femme inspirante, pas du tout dans le côté égocentrique du terme, mais parce que quand j'étais jeune, je manquais de modèle de référence. En fait, je voyais bien des personnes handicapées réussir, donc Mimi Mati, Gilbert Montagné, mais c'était dans des univers qui pour moi me semblaient fermés. Donc la musique, avec ma surdité difficile, je ne suis pas Beethoven, ou alors le cinéma. Et le cinéma, on m'a toujours dit, avec ta voix, ton accent, oublie immédiatement. Du coup, c'était deux univers dans lesquels, de toute façon, je ne pouvais pas me projeter. En plus, il y avait aussi mon ambition professionnelle qui m'amenait plutôt du côté de l'entreprise, soit comme salarié, soit comme chef d'entreprise. Et je ne voyais pas de personnes en situation de handicap qui réussissaient dans cet univers-là. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est seulement possible? J'ai voulu essayer. Alors, j'ai essayé avec un certain nombre de péripéties que vous pouvez découvrir dans mon livre, mais j'y suis arrivée. Et c'est ça, en fait, que je voulais donner comme modèle. Dire, oui, c'est possible. Voilà comment j'ai fait moi. Vous pouvez réussir autrement, différemment, mais voilà une possibilité. À 27 ans, il y a une période très compliquée pour vous. Vous sombrez, vous ne voyez plus la force parce que ça a été des années très difficiles. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs, mais vous sentez encore cette différence-là. Qu'est-ce qui vous a permis de rebondir, de vous dire que finalement ça valait le coup et on continue? Eh bien, je me suis fait aider. C'est-à-dire que pendant des années, il y avait beaucoup de mal avec la thérapie, avec les accompagnements psychologiques. Jusqu'au jour où j'ai vraiment touché le feu et j'ai abandonné. Je me suis dit, j'arrête, je ne peux plus, je suis fatiguée, je hais cette différence, je ne sais pas quoi faire, je ne vois que le négatif. Et je suis partie dans une spirale sur feu. Et j'ai été aidée malgré moi par la famille qui m'a emmenée de force par une thérapeute. Et il s'est trouvé que cette personne était la bonne personne, une personne profondément humaine qui avait complètement compris ma problématique et qui pendant 3 ans m'a accompagnée pour reprendre confiance en moi, pour comprendre justement les premières clés que je devais intégrer dans ma vie pour être la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire épanouie, pleine de passion, de rêves, profondément vivante. L'année 2019 a été très marquante pour vous avec ce documentaire, le passage dans l'émission Le Grand Oral sur France 2. En 2020, je l'ai dit, vous êtes classée parmi les femmes les plus inspirantes de France. À 40 ans, qu'est-ce qui vous reste, puisque j'ai donné des âges, l'étape d'après?
Ah, mais beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis une femme profondément passionnée et j'adore multiplier les expériences différentes. Donc cette année 2020, j'ai décidé d'écrire un livre. Le livre abandonné, jamais. Et l'année prochaine, j'ai décidé de faire des conférences en anglais. Parce que j'ai envie de m'ouvrir un petit peu à l'international. Et j'ai également envie d'écrire une suite à ce livre que j'ai édité cette année. Parce que je trouvais que d'un point de vue clé d'accompagnement, je n'étais pas allée assez loin. On vous avait dit que vous ne pourriez pas parler, que vous ne pouviez pas devenir avocate. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous paraît impossible, Oui. mais qui finalement ne l'est peut-être pas? Le prochain Everest, puisque c'est un Alors terme que vous évidemment, utilisez. mon Everest ultime, ce serait de choter juste. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment très dur. Pas une chanson, pas une phrase. Vraiment avoir un répertoire comme le chanteur ou le chanteur d'aujourd'hui. Et jouer brillamment d'un instrument de musique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes pour justement les inspirer, qu'ils souffrent d'un handicap ou non? Parce que d'ailleurs dans le livre vous dites qu'il y a les handicaps physiques, il y a les handicaps mentaux, mais il y a aussi les handicaps de l'âme. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui auraient une petite différence, quelle qu'elle soit? Ce que j'ai envie de partager, c'est apprenez d'abord à vous connaître. Ça, c'est la base. La partie belle que vous avez de vous être fier, mais la partie sombre aussi de votre personne, parce que c'est ça qui va vous aider à mieux en sortir. Et la deuxième chose, travaillez absolument et prioritairement avec le premier point, votre confiance en vous. Tant que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pourrez jamais découvrir la meilleure version de vous-même. Parce que c'est derrière vos plus grandes peurs que se cache le plus précieux trésor. Dernière question, vos parents, quand à ce fameux rendez-vous des 9 mois, le monde s'écroule pour vos parents, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils sont très fiers de moi. Ils me disent c'est extraordinaire, on n'aurait jamais imaginé que tu deviendrais. Vous savez que tu allais vraiment faire de très belles choses, mais on n'imaginait pas que tes messages auraient une portée aussi importante. Eh ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir témoigné de votre parcours, Virginie. Et donc, je rappelle le titre de votre livre, Abandonnez jamais, aux éditions Kawa, qui est des éditions ici, basées à Annecy. Merci beaucoup. Merci Fanotte. C'était En tête à tête. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain numéro avec une personnalité de Savoie Mont-Blanc. Passez une très belle journée. À bientôt sur 8 Mont-Blanc.